Alors Élise, quel sujet allez-vous aborder ce mois? Eh bien, nous allons parler de droit des biens, de droit privé des biens. Eh bien, nous vous écoutons. Bienvenue à tous sur le plateau de FDV TV. Monsieur le professeur, bonjour. Bonjour. Alors, nous allons parler ce mois-ci de la réforme du droit des biens parce qu'une commission, présidée par le professeur Hugues Périnet-Marquet, a planché sur la réforme du livre 2 du Code civil. Il s'agissait d'une commission composée de 11 membres, à la fois universitaires et professionnels. Et cette commission a rendu en novembre 2008 un avant-projet de loi au sujet duquel un colloque a été organisé à Lyon 3. Les membres de la commission étaient invités à présenter les orientations fondamentales de cet avant-projet. Alors, comme il se doit, je vais vous poser 3 questions. Voici la première. La Commission a souligné à maintes reprises qu'elle poursuivait un objectif de clarté, de simplification, de pédagogie. Comment s'y est-elle prise? Comment cela se traduit-il dans l'avant-projet? Alors ça se traduit de deux manières fondamentales. Ça se traduit d'abord quantitativement et ensuite qualitativement. Quantitativement, ce qu'on remarque, c'est qu'entre le nombre d'articles actuellement consacrés dans le Code civil au droit des biens, on est passé de 200 à 150 articles dans le projet. Ces articles-là, on aurait pu craindre évidemment que leur volume croisse, et ce n'est pas du tout le cas, puisque si on raisonne en termes de mots utilisés, c'est carrément une réduction de 50% du volume de mots entre ce qui existe et ce que l'avant-projet propose. Donc une réduction drastique. S'y ajoute en plus que certaines matières qui actuellement sont expatriées à l'autre bout du code et qui concernent le droit des biens, l'exemple type c'est du jus capion, sont rapatriées dans les dispositions, au début du code civil, dans les dispositions du livre 2. Donc on a vraiment une baisse de volume avec en plus le rapatriement de certaines matières qui figuraient avant ailleurs. Donc un gros effort là-dessus, un effort aussi deuxièmement au niveau qualitatif, puisque on n'a pas de dogmatisme dans le projet du code civil, on ne se rattache pas à telle ou telle conception théorique de la propriété, on a voulu être pragmatique et donc du coup ça a évidemment contribué à la simplification considérable du droit des biens. Alors, comment ça se traduit aussi concrètement? Par l'introduction dans le projet de code civil de nombreuses dispositions qui sont relatives à des définitions de notions qui ne figurent pas dans notre code civil actuel. Notamment, on trouve une grande innovation qui est la définition du patrimoine. Alors le patrimoine, c'est un instrument pédagogique utilisé systématiquement par tous les professeurs. Il n'est évidemment pas défini dans le Code civil, d'ailleurs il n'y a pas de référence au patrimoine. Eh bien il fait son entrée dans le projet, dans l'avant-projet, avec dans l'article 519 une définition du patrimoine qui est hyper classique, qui ne surprendra aucun juriste avec le principe d'unicité du patrimoine, etc., etc. On est tout à fait à l'aise avec ces définitions-là. On trouve aussi une définition du mot bien, qui est quand même utilisé de façon récurrente dans tout le Code civil, alors qu'on n'avait pas de définition. Alors la définition là-dessus est très classique, une définition des biens, une définition du droit réel aussi, avec le droit de préférence qui est limité aux sûretés, le droit de suite, qui là est étendu à tous les droits réels. On a aussi des définitions de la possession, définition de la détention, ce qui n'était pas le cas. On constate la disparition de formules qui étaient très obscures. L'exemple type, c'est la fameuse règle « en fait de meuble, la possession vaut titre ». Alors c'est une formule qui paraît simple, dont en réalité le sens juridique est extrêmement complexe, puisqu'on a un sens à la fois probatoire et un sens acquisitif. Dorénavant, dans le projet, les deux fonctions de la maxime sont clairement dissociées. On a un article consacré à la fonction probatoire, un article consacré à la fonction acquisitive. Tout cela fait que le projet de code civil vraiment remplit ses objectifs de clarté, de simplification et de pédagogie. D'accord. Cela pose d'ailleurs l'intéressante question sur le plan théorique de la place des définitions dans la loi, dans la norme. Tout à fait. Et je passe donc à ma deuxième question. Les étudiants vont sans doute regretter la disparition de l'article 2279 qui était particulièrement facile à retenir. Oui. Pas à comprendre. Pas à comprendre, mais en fait, de meubles possession vos titres, c'était la phrase que tout le monde connaît avec celle de l'article 544 sur le droit de propriété, parce que tout étudiant en droit en première année a appris que le droit de propriété était la manière de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue. Alors, il a aussi peut-être retenu que la jurisprudence a apporté des limites à ce droit de propriété. Est-ce que dans l'avant-projet, le droit de propriété reste un droit absolu ? Alors là-dessus, il faut d'abord préciser que le droit de propriété n'a jamais été véritablement un droit absolu, même en 1804, puisqu'il ne faut pas oublier la fin de l'article. C'est un droit absolu, mais dans les limites de la loi et des règlements. Donc
l'idée d'absolutisme de la propriété, c'est un dogme qui est tout de suite contrecarré par les nécessités de l'organisation et de l'intérêt, l'organisation publique et de l'intérêt général. Donc, ça ne l'a jamais été. Ce qu'on constate à propos de la propriété, c'est peut-être deux choses pour élargir un peu la question. D'abord, les rédacteurs de l'avant-projet se sont attaqués à la définition de l'article 544, qui est pourtant une définition qu'on retrouve à peu près de manière systématique dans à peu près tous les pays européens. Là, on a une nouvelle définition de la propriété qui est donnée par l'avant-projet. Alors, elle n'est pas complètement nouvelle, on retrouve assez la définition de l'article 544, mais quand même, cet article-là est réécrit avec un vrai problème théorique, simplement que je signale. C'est l'objet de la propriété, puisque la nouvelle définition dit que le droit de propriété porte sur les biens et sur les droits. La question qui s'est posée est de savoir est-ce que les droits personnels peuvent faire l'objet d'un droit de propriété. Et notamment, c'est toute la question de la propriété des créances, qui est un débat théorique extrêmement important. Et là-dessus, ce qui était intéressant de voir lors du colloque du 4 décembre dernier à Lyon, c'est qu'à l'intérieur même de la commission, les membres n'étaient pas d'accord. Certains estimaient que la définition de la propriété induisait une propriété sur les créances, et que d'autres disaient qu'en réalité, ce n'est pas ce qu'avait voulu dire la commission. Donc là-dessus, on a, malgré cette nouvelle définition, des hésitations réelles. Alors sur la question du caractère absolu de la propriété, on retrouve souvent la même limite traditionnelle qui est que la propriété s'exerce dans le cadre des lois et des règlements qui la limitent. Ce qu'il y a de nouveau, mais ce n'est pas vraiment une nouveauté, c'est une consolidation, on consacre officiellement la théorie de l'abus de droit dans le nouvel article 535, mais c'est de la jurisprudence acquise, avec un critère de l'abus de droit qui est le critère traditionnel de l'intention de nuire. Donc là-dessus, rien de véritablement nouveau, on codifie finalement ce qui existe en jurisprudence. On codifie aussi les troubles de voisinage, qui évidemment sont une limite au droit de propriété. Là aussi, rien de nouveau, simplement sans doute par rapport à ce qui existe en jurisprudence actuellement, une volonté de limiter les troubles de voisinage pour ne pas impliquer la responsabilité des constructeurs occasionnels, donc l'entrepreneur qui vient sur le chantier, qui construit qui est là pendant 2 semaines, le projet de code civil écarte sa responsabilité. Donc on a plutôt une restriction des troubles du domaine des responsables en matière de troubles de voisinage. Et puis sur un troisième point, il y a un bouleversement, en tout cas un changement assez important. Vous savez que la jurisprudence admet que tout empiètement doit être démoli. Donc on a une jurisprudence extrêmement défensive du droit de propriété. Il n'y a pas de quartier. Tout empiètement fait l'objet d'un droit de démolition. L'avant-projet revient sur cette jurisprudence, en tout cas l'atténue, en estimant que lorsque l'empiètement est un empiètement minime, 30 cm, pas plus, qu'il a été commis de bonne foi, la démolition reste possible, mais elle n'est possible que pendant un délai de 2 ans, à compter de la connaissance de l'empiètement. Et quoi qu'il advienne, pas plus de 10 ans après l'édification du mur ou de la construction qui réalise l'empiètement. Après l'écoulement de ce délai, si on n'a pas agi en démolition dans les 10 ou dans les 2 ans de la connaissance de l'empiètement, eh bien la démolition n'est plus possible, et ce qui existe, c'est une action simplement en cession forcée de la parcelle qui fait l'objet de l'empiètement, au profit de celui évidemment qui a réalisé l'empiètement. Donc du coup, c'est un recul quelque part de la propriété qui est nouveau, puisqu'elle est moins défendue contre l'empiètement.